On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont elfes, les employés sont elfes, les chiffres sont donnés par elfes, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors, c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors, on peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins dans certains pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis? Les systèmes de comptage étaient imprécis. La Guinée équatoriale est un pays singulier à plus d'un titre. Coincé entre le Gabon et le Cameroun, cet État de la taille de la Belgique, qui compte 700 000 habitants, est partagé entre des îles où se trouve Malabo, la capitale, et une partie continentale. Ici, on parle espagnol, héritage colonial. Les routes sont flambant neuves, tout comme les stades. L'État est riche. La richesse par habitant est l'une des plus élevées d'Afrique grâce au pétrole. Malabo est le 3e producteur d'Afrique subsaharienne, après le Nigeria et le Gabon. La Guinée équatoriale a aussi quelques spécificités plus sujettes à critique. Son président est là depuis 35 ans, réélu tous les 6 ans, avec un score compris entre 95 et 99,9% des voix. Dans les rues où la population ne parle pas aux caméras, on n'oublie jamais de lui fêter son anniversaire. Et son effigie s'affiche sur les t-shirts des patriotes. Ça fait très longtemps qu'il est là, parce qu'il réprime systématiquement toute opposition qui se manifeste dans le pays, avec des procès injustes, des arrestations arbitraires. Les personnes qui protestent contre le régime ou qui gagnent en notoriété se retrouvent toutes en prison en Guinée équatoriale. Comme au Nigeria, le pétrole a aussi amené son lot de corruption. Au palmarès des pays les plus corrompus du monde, la Guinée équatoriale est en très bonne place selon l'organisation Transparency International. Le procès en cours en France
une mascarade. Une propriété acquise en France, avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale, ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Exercer le pouvoir, ça ne doit pas être un guichet unique pour s'enrichir. Surtout quand cet enrichissement se paye d'un appauvrissement, d'une paupérisation des populations. Nous sommes au Sénégal, situé sur la côte ouest africaine. Ici, des millions de personnes vivent dans la pauvreté. Pourtant, le niveau de vie pourrait être beaucoup plus élevé. This is a country that's rich in natural resources. Large reserves of oil and gas have been discovered here, but some of this wealth has been lost through corruption. En 2012, Franck Timis a créé la société Petrotim. Cette dernière a obtenu les droits d'exploration pour 2 grandes concessions pétrolières et gazières au large des côtes sénégalaises, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le secteur. L'accord semble suspect, car Franck Timis a nommé à un haut poste Aliou Sall, le frère du président, qui n'a aucune expérience dans l'industrie énergétique. Nous avons obtenu des documents qui révèlent pour la première fois les détails du contrat d'Aliou Sall. Le contrat montre que le frère du président a été payé $25 000 par mois pendant 5 ans. Au total, c'est 1,5 million $. Aliou Sall s'est également vu promettre des actions d'une valeur de $3 millions dans les sociétés de Franck Timis. Nous avons montré le contrat à un spécialiste des affaires de fraude et de corruption. The monthly payments of $25,000 for a consultancy, a little surprisingly large for somebody that has no previous experience in that industry. The explanation for which seems to be that it's connected with the confirmation by his brother, the president, of the license blocks. Do you think this is a suspicious arrangement? I do find the payment suspicious. The linkage between the two is unmistakable in my view. Aliou Sall rejette les accusations de corruption. Selon ses avocats, ces paiements étaient conformes à d'autres rôles similaires dans l'industrie. Il n'a jamais reçu d'action et a été embauché pour son expertise et non parce qu'il est le frère du président Sall. Ses avocats ajoutent qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sall au sujet de l'accord. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. La BBC a des preuves, elle a diffusé la trace bancaire d'un virement de $250 000 officiellement, des taxes dues à l'État sénégalais. Or, le montant a été versé à une société, Agritrans, société qui appartient à Aliou Sall. Est-ce que cette somme ne devait pas revenir à l'État sénégalais tout simplement, non, attention, ou au peuple sénégalais? Oui, là je crois qu'il y a de l'amalgame. D'après les informations que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agritrans de Michel Sall pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Donc ça, c'est de l'amalgame. Ça n'a strictement rien à voir. Alors c'est votre explication? Non, ce n'est pas une explication, c'est de l'information. On nous a demandé de faire la promotion des investissements, d'être attractif. Il faut que la mariée soit belle. Il faut donc faire des holiday tax. Surtout, il ne faut pas prendre des taxes. Il faut inviter les gens à venir investir, puisque les pays sont risqués. Il y a les maladies, il y a les guerres. Donc ceux qui viennent sont tellement courageux qu'il faut tout leur offrir. C'est ça la vérité. Nous sommes nés d'une génération de combat qui croyons à l'indépendance et à l'émancipation de l'Afrique. Et c'est nous, fils africains,
qui devons assumer ce combat pour l'émancipation totale et la liberté totale de notre pays. J'ai rien ressenti, j'ai ressenti de la tristesse. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange, sans exiger le juste prix. C'est ça notre différence. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine. Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.